Donc, nous sommes aussi très heureux de vous recevoir ici, dans notre grande maison. Merci Anne-Cécile et Julia, ça me touche vraiment que vous soyez là. Anne-Cécile, je la connais depuis très longtemps, Julia depuis presque un an. C'est une super équipe qui travaille sur l'éducation en santé périnéale, qui aujourd'hui est très connue et invitée un peu dans le monde entier pour parler de cette thématique. Donc on est très heureux de les recevoir ici. Et Julien, c'est mon compagnon de travail, c'est un ami avec qui on a monté le centre d'endométriose ici, et c'est comme ça qu'on est devenu un centre de référence. Voilà, Anne-Cécile, je te laisse la parole. Merci. Les ateliers de prévention périnéale, on les fait à peu près depuis 2020. On a commencé par faire des ateliers aux sages-femmes, étudiants, internes de l'hôpital de Caen. C'était une vraie demande de leur part d'en savoir plus sur les troubles pelvipérinéaux. C'est des praticiens d'un service de gynécologie, hein, c'est quand même dingue. Et on a commencé comme ça à faire des ateliers d'une dizaine de personnes en classe. Hein, ils étaient les uns derrière les autres et ça a pris, voilà, ils ont aimé, etc. Et petit à petit, on s'est dit il faudrait généraliser cette éducation dans le grand public. Il faudrait aussi trouver des populations spécifiques qui sont plus à risque de troubles pelvipérinéaux. Et parmi elles, il y a les sportifs de haut niveau, hein, où avec les impacts répétés, finalement, sur leur périnée, ça peut entraîner des problèmes de fuite urinaire notamment. Et on essaye aussi de développer ces ateliers d'éducation, des choses très simples, mais des choses en fait qu'elles ne savent pas, les femmes. Et plus on diffusera la bonne parole, plus les femmes aussi auront la possibilité, oseront en parler, parce qu'on sait, hein, par rapport aux fuites urinaires, qu'il n'y a que 30% des femmes qui osent en parler à leurs professionnels de santé. Donc c'est quand même une thématique qui est taboue, c'est une thématique qui est fréquente, on va le voir, et donc il faut en parler pour que les gens puissent se libérer de ce tabou et de cette pathologie qui est extrêmement invalidante pour leur quotidien. Du coup, il marche la zapette ou pas? Oui, moi je vais peut-être juste me présenter aussi avant qu'on démarre. Je suis Julia de Paris, c'est sage-femme au CHU de Poitiers et spécialisée dans la prise en charge des troubles pelvipérinéaux. Et donc ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne Anne-Cécile dans ses aventures et dans cette thématique d'éducation et de prévention des dysfonctions du plancher pelvien. Oui, pour pouvoir dire que l'éducation, ça marche, hein. C'est une technique de rééducation en tant que telle et on peut tous faire de l'éducation, ça c'est notre credo, hein. Vraiment c'est hyper important et c'est pas seulement les kinés, les sages-femmes ou les médecins, c'est tout le monde. On peut donner des bons conseils, mais encore faut-il savoir quoi donner comme bons conseils, savoir en parler un petit peu, repérer, dépister et après envoyer les patientes vers les professionnels qui sont un petit peu plus spécialisés s'il y a besoin. Et donc quand on commence les ateliers d'éducation, on explique aux femmes c'est quoi les troubles pelvipérinéaux, c'est pas juste l'incontinence urinaire. Évidemment, l'incontinence urinaire, c'est le trouble qui est le plus connu et qui est le plus étudié dans la littérature, mais les difficultés à uriner. Les infections urinaires à répétition chez les jeunes filles, par exemple, ça, c'est un trouble du périnée. C'est lié à quoi? À une difficulté à vider sa vessie. Donc, il y a un problème au niveau de la sphère pelvipérinéale et donc, il faut essayer de savoir un peu quel est le comportement urinaire de cette jeune fille qui a des infections urinaires très souvent. Il y a aussi les urgences mictionnelles, hein. On sait très bien qu'avoir une urgence et être obligé d'aller aux toilettes, sinon on a peur d'avoir une fuite, c'est beaucoup plus difficile à gérer que d'avoir une fuite liée à un impact au sol quand on fait une activité de course à pied, par exemple. Il y a l'incontinence fécale, l'incontinence au gaz. Si l'incontinence urinaire, c'est tabou, l'incontinence anale, c'est encore plus tabou et encore plus difficile à aborder. Et donc, oui, même en consultation postnatale, par exemple, il faut poser les questions. Est-ce que vous gardez vos gaz? Est-ce que vous avez des difficultés à retenir vos selles, qu'elles soient liquides ou qu'elles soient solides? Une autre chose, je pense que ça pourrait être écrit sur notre tête, constipation. Constipation, c'est l'ennemi public numéro 1 en pelvipérinéologie. S'il y a un truc à dépister, à discuter, c'est la constipation. C'est à l'origine des infections urinaires à répétition, vous le savez, c'est l'origine des difficultés à vider la vessie, c'est à l'origine des fuites urinaires. Donc, il faut prendre en charge, il faut dépister la constipation. Les autres troubles pelvipérinéales, prolapsus, dyspareunie, douleurs chroniques, tout ça c'est lié. Et une femme qui a des douleurs périnéales, il y a une hypertonie du périnée, elle peut avoir un problème au coccyx. Si on ne traite pas l'épine irritative, l'hypertonie aura du mal à se dégager.
Mais Julia vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, si on fait un état des lieux global, la prévalence des troubles pelvipérinéaux, on peut estimer que c'est 40 à 50% toute population confondue. C'est juste énorme quand même. Une femme sur 2, à peu près, aura des problèmes de périnée à un moment dans sa vie. Et oui, on sait que, évidemment, la prévalence, la sévérité, notamment des fuites urinaires, va augmenter avec l'âge, mais même les jeunes sont touchés. Je vous ai remis le résultat justement d'une étude qui est relativement récente, qui a évalué justement les problèmes de fuite urinaire chez les adolescents de 15 à 18 ans, 25 à 30% de fuite urinaire. Voilà. Fuite urinaire à l'effort dans une majorité des cas, 50-60% des cas, fuite par urgenturie, 25% des cas. Bon, voilà. Mais il faut en parler, en fait. Parce qu'en fait, les jeunes filles, d'avoir du pipi dans leur culotte quand on fait du sport ou quand elles vont aller aux toilettes, elles ne savent même pas que c'est un problème de fuite urinaire, en fait. Donc, il faut leur en parler pour... Voilà. Et donc, avec les médecins du sport, on essaye, là, au moment du SMR, là, le bilan médical, de leur dire, mais introduisez ce genre de questions aussi dans votre consultation. Parce que, voilà, on va dépister des choses et porter des protections. En théorie, c'est quand on a ses règles. Mais ce n'est pas en dehors de ses règles, normalement. Et donc, dans le sport, voilà, jusque 70%, voire 80%. Et les sports les plus impactés, les plus impactants pour le périnée, c'est le trampoline, la gym et même les sports collectifs, le basket, le volley, le hand, tous ces trucs où il y a beaucoup d'impact et puis des changements de direction, et ça peut aussi causer des problèmes de fuite urinaire. Voilà, c'est des problématiques qui ont un retentissement important sur la qualité de vie, vous le savez, sur l'estime de soi. Quand on a une boule qui sort quand on a 40 ans parce qu'on a accouché 2 fois, oui, devant son partenaire ou sa partenaire, c'est pas forcément évident. Chez les jeunes, c'est un facteur d'arrêt. On est en train de travailler d'ailleurs sur justement le vécu et le ressenti des fuites urinaires chez les jeunes sportives. C'est des facteurs d'arrêt, de diminution de l'activité sportive. C'est des stratégies d'adaptation. Je vais aller faire pipi 50 fois avant ma compétition, c'est une charge mentale. Et donc les coachs, ils nous disent oui, mais nous c'est la performance. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir une performance optimale quand on pense à ces fuites et dire là j'ai trop peur qu'on voit mes fuites devant le monde entier, etc. Tout ça. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec Julia pour essayer d'en savoir plus justement comment les jeunes filles vivent ça dans leur quotidien de sport. Chez les personnes âgées, il ne faut pas dire oui, mais moi je m'occupe de la tension, du diabète, j'en ai déjà bien assez avec tout ça. L'incontinence urinaire, c'est facteur de chute, c'est facteur de perte d'autonomie chez la personne âgée. On a une urgence, on va faire pipi dans la nuit, on chute, on se casse le col du fémur et c'est le début de la déchéance. Donc voilà, ça aussi, il faut l'expliquer aux collègues parce qu'en fait, on pense que c'est rien, mais si, ça peut être quelque chose de potentiellement morbide. Voilà, et donc ça c'est un truc qui est intéressant, je pense que c'est assez impactant quand même quand on y réfléchit, quoi. Nos comportements urinaires et défécatoires sont influencés par notre environnement, nos croyances et le contexte social. Il y a de manière générale, et c'est une vieille étude qui date de 2012, 65% d'émissions qui sont réalisées selon des considérations sociales et comportementales, et pas parce que notre vessie est animalement pleine, non. C'est la majorité, c'est « Ah bah tiens, je vais aller faire mes courses, ah bah tiens, je vais aller au sport, donc je vais faire mon petit pipi avant pour être sûr de ne pas avoir des fuites ou avoir envie de faire pipi au moment de mon activité, le petit pipi de la peur, voilà. Je vais avoir une conférence, vite, je vais faire pipi, j'ai trop peur, voilà. » Donc tout ça, en fait, on se rend pas compte, en fait, la manière dont on est influencé par notre environnement dans notre vie du quotidien. Et quand on pose après d'autres questions, puisqu'on a fait des enquêtes du coup auprès des adolescentes, voilà, 90% des adolescentes pensent qu'il ne faut pas s'asseoir sur les toilettes publiques. Si, justement, si tu t'assois pas, tu vas pas avoir le périnée détendu, tu vas pas bien vider ta vessie, et donc tu vas avoir des infections urinaires à répétition. Donc t'essuies, tu t'assois, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, les microbes ils vont pas venir t'agresser. Donc voilà. Et voilà, les pipis de précaution, voilà, il y en a plein qui pensent que c'est bien de faire des pipis de précaution. Voilà, il y a beaucoup d'idées reçues, ça aussi. Donc la constipation. Voilà. Et quand il y a des gens qui me disent « j'ai pensé à toi aux toilettes », pas de problème, au contraire, je suis très contente. La seule solution pour les fuites, c'est les protections. Ça, c'est juste dingue, même des jeunes nous le disent. On a fait un micro-trottoir à Poitiers, justement, ils disaient « c'est quoi pour éviter les fuites ?» On n'a qu'à mettre des couches et c'est tout. Non, il y a peut-être d'autres choses à faire. Voilà, les fuites urinaires, c'est normal après les grossesses. Les troubles du périnée, c'est forcément lié à le relâchement du périnée, ou pas. Chez les sportives, les jeunes, c'est de l'hypertonie du périnée dans une grande majorité des cas quand même. Donc voilà. Donc
imposer du musclage de périnée, là, muscler votre périnée, là, comme dans le métro parisien, peut-être ça peut être un petit peu délétère pour certaines femmes. Je ne dis pas, bien sûr, que c'est pas bien, le renforcement musculaire, mais tout n'est pas muscu du périnée. Voilà. Et puis donc chez les sportifs, moins boire pour limiter les fuites, c'est un comportement d'évitement, d'adaptation qui est extrêmement fréquent. En fait, si on ne boit pas, on a des claquages, on a des problèmes ligamentaires, musculaires, etc. Voilà. Et donc, nous, on en est sûr, l'éducation, c'est une technique de rééducation périnéale. Ça améliore les symptômes comme n'importe quel autre type de rééducation périnéale, comme le biofeedback, comme le renforcement musculaire, comme la détente périnéale. C'est une technique qui améliore les symptômes si on la réalise seule. Donc, il faudrait en faire plus dans nos consultations, plus en atelier, plus en rééducation, parce que de mieux comprendre son fonctionnement, en fait, après, on sait pourquoi on a eu la fuite. On sait parce qu'on a bu trop de vin blanc, qu'on a bu après du café, qu'on a bu de manière trop importante d'un seul coup, et de se dire, oui, là, je sais pourquoi j'ai eu la fuite. Si je ne veux pas en avoir la prochaine fois, je saurai comment m'adapter. C'est vraiment, savoir s'adapter. Et pour favoriser la pérennité de l'amélioration des symptômes, c'est de se comprendre, en fait, c'est tout bête. Et nous, ce qu'on essaye de travailler, nous, sur la recherche, c'est que l'éducation, c'est la seule technique qui est standardisable. Parce qu'il y a des messages communs à tout le monde, vraiment. Médecins, sages-femmes, kinés, grand public, sportifs, etc. Des messages communs à tout le monde qu'on pourrait faire, justement, de manière standardisée, sur atelier, en vidéo, des choses comme ça, pour libérer, finalement, les professionnels kinés, sages-femmes qui font de la rééducation, pour qu'il y ait plus d'accès à la rééducation à plus de personnes. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à des professionnels spécialistes de la rééducation pelvipérinéale. Si au moins ils avaient la rééducation en visio, par exemple, s'ils avaient l'éducation en visio, ça pourrait améliorer leurs symptômes et ce serait déjà ça, quoi. Voilà, on va passer à l'anatomie. Je te confie notre bébé alors. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous faire un cours d'anatomie du plancher pelvien, on va juste voir quelques rappels, mais surtout on va insister sur les messages que nous on fait passer dans nos ateliers et qu'est-ce qui est selon nous très important que les femmes comprennent sur leur anatomie périnéale. Alors déjà, le périnée, c'est quoi? C'est où? Ça sert à quoi? Souvent, les femmes, on leur dit le périnée, donc elles s'imaginent que c'est un muscle, déjà un seul muscle. Alors non, on essaye de leur expliquer que c'est un ensemble musculaire et ligamentaire qui part du pubis jusqu'au coccyx. Et déjà, qu'ils tapissent la totalité du fond du bassin. Souvent, ils ont une vision assez erronée de l'étendue du plancher pelvien. Souvent, elles se disent « Ah, c'est le muscle qu'il y a autour de la vulve. Ah, c'est un muscle que j'ai entre ma vulve et mon anus. » Voilà, c'est ça. Donc elles se disent, mais déjà, elles n'ont pas une représentation claire de qu'est-ce que c'est que le périnée. Donc c'est déjà la première chose, c'est déjà de leur dire, c'est étendu, ça part du pubis jusqu'au coccyx, ça tapisse la totalité du fond du bassin et il a une particularité anatomique extraordinaire, ce plancher pelvien. C'est un des seuls muscles du corps humain qui est traversé par 3 tuyaux différents. Il y a la filière urinaire, la filière vaginale, la filière digestive. Et ces orifices vont constituer des points de fragilité, des points de faiblesse par lesquels vont venir s'exprimer les symptômes en cas de troubles du périnée. Quand on comprend également que ça s'étend du pubis jusqu'au coccyx, on peut comprendre aussi que quand on a un problème de coccyx, qu'il a été luxé pendant l'accouchement, ou qu'on a fait une chute ou qu'on est tombé, eh bien, ce choc-là va retentir sur toute la sphère pelvipérinéale et créer des douleurs dans toute cette sphère-là. Maintenant, ça sert à quoi? Déjà, ça a plein de missions diverses et variées. Tout d'abord, ça sert à retenir les organes du petit bassin. Ça s'appelle le plancher pelvien parce que c'est le plancher de notre maison corps humain. Et il permet aussi de renforcer la continence urinaire et anale. Ce qu'elles ne savent pas toujours, c'est que nos sphincters, notre sphincter urinaire, notre sphincter anal, eh bien, ils sont imbriqués, entrelacés au sein des muscles du périnée. Et donc, quand on fait une contraction de notre plancher pelvien, on vient renforcer l'action de nos sphincters. Donc, il a un vrai rôle dans la continence. Donc, on lui demande à la fois d'être le plancher de notre maison, donc d'être fort, d'être solide, et en même temps, on lui demande d'être suffisamment souple, suffisamment compliant pour se détendre quand on le souhaite, pour permettre l'amection, pour permettre la défécation, et aussi pour permettre l'accouchement. Donc, c'est un peu une dualité assez complexe à obtenir. C'est un équilibre subtil, et quand cet équilibre-là il est perturbé, c'est là que vont survenir les troubles du plancher pelvien. Il participe également au plaisir ressenti pendant les rapports sexuels. Quand on explique aux femmes qu'effectivement le clitoris, qui est l'organe du plaisir chez la femme, il est
situé au sein des muscles du périnée. On comprend bien pourquoi ce périnée qui vient tapisser l'ensemble du clitoris, sauf le gland du clitoris qui est extériorisé. On comprend pourquoi ça participe à une stimulation indirecte du clitoris quand on contracte ces muscles du plancher pelvien. Et il participe aussi à la stabilisation lombo-pelvienne, à une bonne posture, parce que quand on se redresse et qu'on se tient droit, en général tout le monde se redresse sur sa chaise dans ces moments-là, on a une contraction automatique de nos abdominaux, et cette contraction automatique, elle est également automatique au niveau du plancher pelvien. On va contracter son transverse, automatiquement, clac, notre plancher pelvien va se contracter. Donc quand on se tient droit, avec un port de tête de reine, mais pas hautaine, eh bien, on a une contraction réflexe de notre plancher pelvien, on a plus de chances de retenir une fuite urinaire. Alors, on va vous présenter quelques outils d'éducation qu'on a déjà développés. Donc ça, c'est notre petite mascotte, c'est les premiers croquis qu'on a fait, c'est Perrine, la mascotte du périnée qui nous aide un peu à illustrer du support, notamment pour les jeunes, pour dédramatiser le sujet et déjà de leur dire, voilà, c'est un sujet comme un autre, on peut en parler, on peut même rire avec, et c'est pas plus tabou qu'une autre pathologie. On se promène plus sur notre bassin anatomique, ça il nous suit dans tous les ateliers parce qu'il permet vraiment une représentation, déjà comme je vous le disais, une compréhension plutôt de l'étendue, et c'est pas que le noyau fibreux central du périnée, le périnée c'est bien plus que ça. Et on a essayé d'aller un peu plus loin. Là, c'est par exemple un prototype de puzzle anatomique. Et celui-ci, maintenant, il nous suit dans des ateliers à la fois pour du grand public, pour des jeunes, mais aussi pour des ateliers d'éducation thérapeutique, où c'est un buste de femme, tout simple. Et on va venir, qui ont été reprographiés par la reprographie du CHU, donc c'est fait maison. Mais elles viennent sur les repères osseux, c'est-à-dire la colonne vertébrale, le sternum, le pubis. Elles viennent repositionner les muscles, elles viennent repositionner les organes. Et quand elles font cette réflexion par elles-mêmes, elles se disent « Ah oui, d'accord, ok, donc mon utérus, il est au-dessus de ma vessie, ok, ça touche, ça communique. Ah ok, mon rectum, il est juste derrière. Ah bon, les sphincters, ils sont à ce niveau-là, ok, ils sont vraiment à l'intérieur. Ah oui, ça traverse, donc ça permet de comprendre à la fois la proximité des organes. Mais non, mais moi, je viens vous voir en consultation, là, je vois un problème de fuite. Pourquoi vous me parlez de ma constipation et pourquoi vous me parlez de l'étage là qui est derrière? Mais non, c'est parce que tout ça, c'est empilé, tout ça, c'est imbriqué, tout ça, ça communique. Et donc, en traitant votre constipation, je vais pouvoir avoir une influence sur vos fuites urinaires. Mais ça, si elles ne l'ont pas compris dans leur cerveau, elles se disent, mais elle n'a rien compris. Et il n'y aura pas une bonne observance du traitement qu'on lui aura prescrit si c'est des laxatifs, notamment, puisqu'elle n'est pas venue pour un problème de constipation, elle est venue pour un problème de fuite urinaire. Donc, cette compréhension de l'anatomie, elle est très importante pour l'adhésion. Alors ce puzzle, il va un petit peu plus loin. Une fois qu'on a parlé anatomie, qu'on a parlé empilement des organes, qu'on a parlé de l'étendue, de la superficie du plancher pelvien, on va leur parler aussi des pressions intra-abdominales. On ne peut pas leur parler de périnée sans leur parler du caisson abdominal dans sa globalité. Donc on va leur expliquer la synergie abdo-périnée. On va expliquer également le rôle du diaphragme et de la respiration. Leur montrer que quand on a une autre petite pièce, on peut venir la poser, donc le diaphragme s'abaisse, les abdominaux se contractent, et donc on leur explique qu'effectivement ici c'est un caisson fermé, donc si j'abaisse ici, la pression va augmenter, et on est des mammifères bipèdes, et donc la gravité fait que les forces vont être exercées vers le bas, et donc les pressions vont s'exercer vers le plancher pelvien qui va être l'amortisseur, d'où toutes les pressions qui vont s'exercer au niveau du caisson abdominal. Et donc là, tout de suite, c'est plus facile à comprendre de se dire « Ah là, ok, si je veux diminuer la pression, autant que je vais faire de l'espace ici. Donc je vais vider mes poumons pendant certains efforts. Quand je vais vouloir contracter mes abdos, j'ai tout intérêt à ce que mon diaphragme il soit en haut. Ok, je vais penser à souffler. Ça y est, j'ai compris pourquoi on m'a expliqué ça depuis toujours, qu'il faut que je souffle quand je soulève un pack d'eau. Donc on ne peut pas parler périnée, faire adhérer une patiente si on ne lui parle pas aussi de cette notion de caisson abdominal. Dans les autres choses qu'on essaye de développer, on a notamment pour les jeunes, mais ça ne marche pas qu'avec les jeunes, on a remarqué qu'avec les personnes âgées de jouer aussi, c'était quelque chose qu'elles aimaient bien. Là, c'est un petit jeu qu'on est en train de créer avec les étudiants sages-femmes de l'école de Poitiers qui s'appelle Remplis ta vessie. C'est un jeu de cartes, tout bête, où on peut remporter des cartes de différentes couleurs et petit à petit, celui qui remplit sa vessie en premier et qui a répondu positivement à de nombreuses cartes, il a gagné. Et c'est juste un prétexte pour parler du sujet, créer la discussion et échanger sur le contenu des cartes et puis valoriser ceux qui ont les bonnes réponses sur le sujet. Et puis en même temps, ça permet que l'information arrive par les pairs et pas de manière assez descendante, comme ça pourrait être parfois en consultation. Et notre objectif, c'est vraiment de répéter les messages et de diversifier les canaux pour que toutes les différentes formes d'intelligence puissent être stimulées. Et puis en pédagogie, on sait que répéter, c'est aussi une façon de faire adhérer.
Ensuite, on a réussi à développer un site web qui s'appelle Périnéduc, qui est la contraction de Périnée Éducation, qui est né d'un partenariat avec différentes composantes de l'Université de Poitiers, le master web éditorial de l'Université de Poitiers, des professionnels spécialisés en pelvipérinéologie de différentes disciplines, et également l'école de sage-femme de Poitiers qui nous suit dans les aventures Périnée. Et là, par exemple, c'est les étudiants sages-femmes qui sont allés dans les rues de Poitiers faire un micro-trottoir et recueillir les idées reçues. Donc ça fait partie des petites vidéos que vous pourrez voir sur le site. Et c'est encore une façon, notamment c'est dans ce micro-trottoir-là qu'on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour régler des problèmes de fuite urinaire, porter des couches. Ah bon, les hommes ont un périnée? Oui, les hommes ont un périnée. Bon, bref, ça permet d'une façon un peu détournée, encore une fois, d'aborder le sujet par des jeunes. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont été interrogés dans ce micro-trottoir et c'était assez intéressant de voir que les idées reçues persistent, et en particulier encore chez les jeunes. Et puis nous, maintenant, c'est devenu un site qui nous aide aussi quand on a fait un atelier. Ça nous permet de dire, tout ce qu'on vous a dit, on vous a dit beaucoup de choses, mais vous allez pouvoir prendre le temps de naviguer sur le site internet et vous allez retrouver tout ce qu'on vous a dit, tous nos messages, ils sont sur le site. Donc c'est totalement bénévole, totalement désintéressé, il n'y a aucune publicité sur le site. Et il n'y a que des pros spécialisés en pelvipérinéologie qui ont essayé de corriger les textes et de valider les supports que vous allez pouvoir trouver sur ce site internet. Et puis c'est aussi un appel à l'aide si vous avez envie, vous êtes un peu spécialisé sur le sujet, que vous avez envie de développer des supports et les rendre visibles, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On est preneurs de toutes les bonnes âmes qui nous aideraient à faire vivre et à enrichir ce site internet. Et puis on peut pas se passer, c'est vrai qu'on utilise beaucoup aussi tous les supports d'anatomie 3D de l'Université de Lille qui ont fait des supports magnifiques en 3D pour expliquer le plancher pelvien. C'est vrai que c'est particulièrement intéressant avec les étudiants en santé, mais quand on peut voir comme ça la taille du clitoris, se rendre compte de la taille que ça prend, et quand on voit tout d'un coup que les muscles viennent tapisser ce clitoris, on comprend mieux les répercussions sur le plaisir et les rapports sexuels. Je crois que c'est là que je te repasse. Ça, cette vidéo, certains l'ont déjà vue, la dernière fois je l'avais montrée. C'est une vidéo qu'on utilise vraiment beaucoup, qui est vachement bien. C'était le groupement européen de pelvipérinéologie et c'est expliqué aux patientes et aux jeunes, qu'est-ce qui se passe quand vous faites la contraction du périnée. Donc là, vous voyez, vos organes, ils vont monter vers le haut, ils vont être plaqués contre le pubis et vous avez vu le petit tuyau bleu jaune. C'est comme ça que je le dis aux patientes, en montrant la vidéo. Vous voyez le petit tuyau jaune, qu'est-ce qui se passe là quand vous faites la contraction périnéale? Il est écrasé. Donc s'il est écrasé à l'effort, et si donc vous l'écrasez juste avant l'effort, peut-être vous éviterez la fuite à l'effort. Et le fait de le voir, du coup, ça permet à la patiente de mieux comprendre les choses. J'aimais bien aussi sur cette vidéo, de voir que l'anus, il bouge beaucoup, et c'est vrai que pour simplifier les choses, on leur dit que la locomotive du périnée, c'est l'anus, il faut faire comme si on veut retenir un gaz, et là, c'est vrai que sur cette vidéo, du coup, on voit bien que l'anus se monte bien, on voit le ligament ano-coccygien aussi qui montre que, justement, ce coccyx, là, il va bouger à la contraction périnéale, et donc si on a un périnée qui est trop tonique, le coccyx, il va pas être bien non plus, et donc tout ça, c'est une prise en charge globale, puisque après, ça peut retentir plus haut sur la chaîne, au niveau du sacrum et plus haut au niveau de la colonne vertébrale. Donc voilà, cette vidéo-là, elle est quand même pour nous très intéressante pour faire comprendre les choses-là. Et voilà, sur cette vidéo, on voit également, mais je pense que c'est effectivement encore mieux de le faire découvrir par les patientes elles-mêmes, mais on voit bien l'empilement des organes les uns sur les autres et un gros caca là qui est coincé ici, oui, ça va retentir sur l'utérus, qui va retentir sur la vessie. Donc il faut traiter la constipation quand on prend en charge des problèmes de fuite urinaire. De dire aussi, heureusement, on a un système compensateur qui est le système ligamentaire, qui va du devant jusqu'à l'arrière, donc qui fait tout le long de notre bassin pour tenir nos organes. Et c'est vrai que ce système ligamentaire, quand il est distendu, etc., on ne peut pas le réparer, etc., etc. Donc c'est de se dire sur quoi on peut compenser éventuellement, c'est sur le système musculaire. Ensuite, on aime bien leur montrer une autre vidéo. On l'a créé spécifiquement pour les petites jeunes, justement, pour pas leur montrer des vidéos de femmes qui font la contraction périnéale. Leur expliquer, en fait, une consigne simple. Comment on fait pour contracter de manière simple dans son quotidien, si on veut éviter une fuite à l'effort, par exemple. C'est de dire que voilà, tout part de l'anus. Alors oui, on peut faire découvrir effectivement les différents faisceaux musculaires, mais c'est de se dire que si on veut être fonctionnel, on peut aussi donner aux femmes une consigne qui est plus simple pour qu'elles arrivent à intégrer cette contraction périnéale dans le quotidien. Et donc je veux bien que tu l'animes. Donc voilà, donc cette vidéo, on remontre justement les contours du plancher pelvien et on voit bien que le gros des muscles du plancher pelvien, c'est à l'arrière, c'est pas à l'avant. Donc rechercher d'éviter une
une fuite urinaire ou se retenir d'envie de faire pipi, ben, ce sera peut-être moins efficace parce qu'il y a moins de masse musculaire en avant qu'en arrière. Et donc c'est de leur expliquer qu'est-ce qui se passe quand vous retenez un gaz, quand vous engloutissez l'anus, quand vous montez l'anus. Et ben voilà, le vagin il va se fermer. Le vagin se fermant, le méa urinaire il va se comprimer à l'effort et donc on évite la fuite urinaire. Donc parler anus quand on a des problèmes de fuite urinaire, quand elle voit cette vidéo, ça leur paraît assez clair. Et ça, c'était une demande d'une jeune fille à qui on avait 18-19 ans, à qui on avait montré la même chose, mais en vrai, une dame qui avait accepté justement qu'on la filme pour montrer la contraction. Elle nous a dit non, mais moi, c'était trop dur à voir. Donc, on a créé cette vidéo pour les jeunes. Voilà, donc les 10 commandements du périnée, c'est toi. Je commence. Alors maintenant, quels sont nos messages? Alors pour les rendre toujours un peu plus ludiques, on a essayé d'élaborer les 10 commandements du périnée. On a essayé d'identifier quels étaient les 10 principaux messages qu'on pouvait diffuser au grand public pour déjà prendre soin de son périnée dans le quotidien. Et ça tombe bien, il y en avait 10. Donc ça tombait à point nommé en termes de communication. Donc je pense que le premier, vous l'avez compris, on l'a assez répété depuis le début de cette conférence, l'ennemi public numéro 1, c'est la constipation. Donc on va rechercher à éviter ce qu'on appelle les selles dures qui vont devoir générer des poussées abdominales aux toilettes, qui sont les selles de type 1 et 2 sur l'échelle de Bristol. Nous, on a dans notre salle de consultation en pelvipérinéo, les échelles de Bristol, on les distribue de manière assez systématique et on essaye de savoir un peu quelle typologie de selles les patientes elles ont, pour savoir s'il y a un problème de constipation, parce que c'est vraiment le type de selle qui nous intéresse. Comme on vous l'a dit, cette constipation elle va favoriser la distension des muscles du périnée par les efforts de poussée répétés, avec un étirement possible aussi des ligaments. Les patientes qui souffrent d'incontinence anale, elles alternent souvent des symptômes à la fois de constipation et d'incontinence. Les tableaux sont souvent mixtes. Ça favorise la descente d'organes, et la descente d'organes favorise la constipation. Par la déformation de l'anatomie, forcément, il y a les selles vont avoir plus de mal à s'évacuer, et ça génère plus de douleurs lors des rapports, plus d'infections urinaires. Donc finalement, poser la question, est-ce que madame, vous allez tous les jours aux toilettes, s'interroger de la fréquence, c'est pas la bonne façon d'explorer la constipation, puisque la fréquence normale d'évacuation des selles, ça peut aller de 3 fois par jour jusqu'à 3 fois par semaine. Donc on peut aller entre 21 fois par semaine et 3 fois par semaine, et cette fréquence-là reste quand même normale. Donc il y a une diversité de fréquences très large, une étendue très large, donc finalement interroger la fréquence, ça n'a pas trop de sens. Par contre, c'est pas grave d'y aller que 3 fois dans la semaine si on y va sans aucun effort de poussée. Et on ne va pas forcément s'abîmer le plancher pelvien. Donc finalement, la fréquence, on l'a un peu mise de côté. Ce qui nous intéresse surtout, c'est est-ce que vos selles sont dures? Est-ce que vous avez des mal à les évacuer? Est-ce que vous avez la sensation d'une vidange incomplète? Ce sont des questions qu'on va utiliser bien plus volontiers. Et puis c'est pas rare, quand on explore un peu précisément cette constipation, que les femmes, elles réalisent des manœuvres digitales pour essayer d'évacuer les selles en mettant un doigt dans le vagin pour repousser le rectum, pour réaligner un peu le rectum, ou carrément certaines qui vont mettre le doigt au niveau de l'anus pour évacuer les selles. Mais spontanément, c'est vraiment pas le genre de choses qu'on va expliquer en consultation. Par contre, si on sent que le professionnel il a bien insisté et il a posé des questions un peu différentes, on se livre plus facilement. Bien sûr, on accompagne tout ça de règles hygiéno-diététiques, on insiste sur l'hydratation, notamment sur les eaux riches en magnésium, etc. Et on insiste également, c'est pas forcément ce qu'on entend régulièrement, mais aussi sur la mastication. Alors dans la littérature scientifique, il n'y a pas un lien direct qui a été encore vraiment très clairement prouvé entre mastication et constipation, mais il y a des études qui ont montré quand même que la mastication favorisait la digestion, il y avait beaucoup moins de ballonnement, et ça apporte quand même, moins il y a de ballonnement, ça va être plus confortable aussi sur la sphère pelvienne. Donc il y a beaucoup de patientes qui nous disent qu'aussi quand elles font plus attention à cette mastication, ça a parfois réglé aussi leurs problèmes de constipation. Donc si déjà on peut alléger le confort abdominal, c'est bien. Donc première étape de la digestion, c'est la mastication. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange, comment on s'hydrate? Et puis la phase que les patientes vont de nouveau pouvoir contrôler, c'est la défécation. Et on va insister sur des conseils concernant l'installation, la posture aux toilettes, ça on va y revenir. Déjà prendre son temps, et un conseil qu'on donne aussi de manière assez fréquente, c'est surtout s'écouter, ne pas différer, quand à la mesure du possible, ne pas différer une envie d'aller à la selle. Cette envie d'aller à la selle, elle va arriver souvent une fois dans la journée. Si on la laisse passer, cette envie va disparaître, les selles vont rester dans le côlon, elles vont se déshydrater, puisqu'il va y avoir une captation de l'eau dans les selles, et plus ces selles vont être déshydratées, plus on va arriver sur les selles de type 1 et 2 qui sont beaucoup plus difficiles à évacuer. Donc
déjà, dans les conseils comportementaux, écoutez-vous quand vous avez une envie d'aller à la salle, essayez de ne pas la différer dans la mesure du possible et de ne pas pousser. Et là, c'est là où on va travailler avec la patiente sur les règles hygiéno-diététiques pour essayer d'avoir des selles de type 3 et 4 qui sont les selles les plus faciles à évacuer. Le marchepied, alors ça c'est une pub pour un marchepied. Alors nous on fait pas du tout la pub pour les marchepieds, mais elle fait rire les jeunes en général. Et c'est une façon assez efficace de leur expliquer pourquoi le fait de relever les genoux au-dessus des hanches est une position plus anatomique pour aller à la selle. Quand on regarde cette petite vidéo, on comprend tout de suite que cette petite licorne là, elle est assise en angle droit. On voit que son puborectal il fait un angle au niveau de son rectum. Elle n'est pas très confortable. Forcément, il y a une chicane, alors ça ne s'évite pas correctement. Par contre, quand elle va mettre ce magnifique marchepied, les genoux vont venir au-dessus des hanches, notre muscle puborectal va se décontracter, la tuyauterie va s'aligner, les selles vont s'écouler plus facilement, c'est magnifique et c'est magique. Mais ça participe, pour les patients de constipation chronique, déjà ça peut être une aide et un levier sur lequel on va pouvoir agir. Donc retenez pas forcément squat hypothy, mais rien que le paquet de rouleaux de papier toilette, une vieille caisse de vin qu'on retourne, enfin tout peut fonctionner pour relever les genoux. Éviter l'apnée à l'effort, ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça fait partie des conseils du quotidien. Une fois que j'ai compris ce jeu de pression abdominale, je vais essayer d'être vigilant et quand je vais soulever mon pack d'eau, quand je vais soulever mon cosy avec mon bébé ou quand je vais me redresser de la table d'examen en consultation, déjà je vais être vigilant à essayer de plutôt souffler parce que notre premier réflexe c'est de se mettre en apnée quand on a envie de se gainer. Et ça, c'est une idée reçue qui a la dent dure, même chez les sportives. Dès qu'on on veut se gainer, on veut se solidifier, se rigidifier, on a tendance à se mettre un peu en apnée de manière automatique, alors qu'on peut tout à fait se contracter et se gainer en soufflant, en engageant son transverse. Donc déjà, privilégier les efforts sur un temps expiratoire, notamment lors du port de charge, lors de transfert, etc. La posture, on en a également parlé un petit peu, mais les patientes qui vont être cambrées, ça va favoriser les troubles pelvipérinéens. Donc on peut déjà aussi travailler sur la posture. Quand la patiente elle est cambrée, on voit que les pressions qui vont être exercées sur le plancher pelvien, elles vont davantage s'exercer vers l'avant. Et c'est vers l'avant du périnée qu'on a dit les muscles étaient un petit peu moins importants. C'est la zone aussi de la vulve, du hiatus urogénital. Donc c'est là où il n'y a pas nos sphincters qui viennent faire un peu des verrous de sécurité sur notre plancher pelvien. Donc les pressions vont venir s'exercer là où notre plancher pelvien il est le plus fragile. Et donc si on se redresse, les pressions elles vont venir un petit peu plus vers l'arrière, là où notre plancher pelvien est le plus épais et le plus solide, donc on sera aussi moins délétère. Je peux juste rebondir ? Oui. Ça veut dire que le port de talon est mauvais pour le périnée ? Oui, tout ce qui va favoriser la cambrure ne favorise pas la santé du périnée. Oui, tout à fait. On a travaillé avec les danseuses de l'Opéra Garnier et le médecin du sport des danseuses de l'Opéra Garnier était aussi le médecin du sport de Crazy Horse. Et effectivement, l'Opéra Garnier, c'est différent parce qu'elles sont très le pied tout droit. Par contre, celles du Crazy Horse ont plus de fuite, c'est un peu embêtant d'ailleurs, plus de fuite que les filles de l'Opéra Garnier parce que justement, elles sont en permanence sur des talons très très hauts. Donc voilà, ça c'est bien comme taille de talon. On peut faire beaucoup plus haut. Après, on dit pas qu'il faut pas porter de talons, mais juste il faut pas que ce soit tout le temps. Et puis alors à ce moment-là, peut-être essayer de faire attention à sa rétroversion du bassin. Il y a eu une publication il y a une dizaine d'années qui a comparé les femmes qui portaient des talons hauts et les femmes qui portaient des chaussures plates. Celles qui portaient des talons hauts avaient moins de fuite urinaire. Mais je crois que ça dépend de la taille du talon. Ça dépend de la taille du talon, certainement. C'est ça. Puis après, ça dépend quels âges elles avaient. Celles qui portent des talons hauts, c'était peut-être des plus jeunes que celles. Enfin voilà, il y a peut-être des choses comme ça. À partir d'un certain âge, on a une hauteur de talon un peu moindre au quotidien. Mais ce serait intéressant d'explorer tout ça un peu plus en détail. Je crois que c'est toi là maintenant. Et donc on aime bien montrer en atelier justement ces petites vidéos. C'est Julia qui se met en scène pour justement dire c'est intéressant de rechercher l'engagement du muscle transverse, donc pas le grand droit, le six-pack, non, le muscle transverse qui est bien plus profond, qui nous fait finalement rentrer le bas du ventre vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Et ce muscle transverse, quand il est combiné à la contraction du périnée, peut vraiment participer à la stabilisation du bassin. Et donc la première vidéo, c'est pas d'engagement, ni transverse, ni périnée, je balance mes bras comme ça, sans rien. Et après, je me prépare, j'engage mon transverse, j'engage mon périnée, je refais la même manœuvre.
et juste ça bouge plus, quoi. Donc ça, quand elle voit ça, elle dit ah ouais, c'est intéressant. Et c'est de se dire effectivement rechercher cet engagement du transverse quand on fait son renforcement musculaire dans le sport, etc. Et même quand on va courir, hein, juste s'auto-grandir, ça engage le transverse. Hein. Donc je cours en m'auto-grandissant, bah déjà voilà, mon transverse peut être engagé, notre périnée aussi, et on peut avoir un petit peu moins de fuite. Donc voilà, comprendre aussi que c'est pas l'apnée qui gagne, et ça il faut le dire aux jeunes et aux jeunes sportifs, c'est pas c'est le transverse qui va gainer, qui va stabiliser la colonne vertébrale avec le périnée et le diaphragme. Et donc ça aussi, on aime bien le montrer à toutes celles qui ne s'assoient pas sur la cuvette des toilettes, là, comme cette gentille dame qui est en train de faire de la lévitation au-dessus de ses toilettes. Hein, comme on l'a dit, elle n'aura pas un périnée décontracté, hein, clairement pas. Et donc elle va forcément pousser sur son périnée, elle va pousser sur son sphincter urinaire, elle ne videra pas bien sa vessie. Une fois, c'est pas grave, mais tous les jours, régulièrement, parce qu'il faut faire pipi assis que chez soi et surtout pas dans les toilettes publiques. Voilà, on se crée des problématiques juste par des idées reçues. Donc toujours assis sur la cuvette des toilettes, et juste soit dit en passant, hein, son sac à main, il est par terre posé, et on sait très bien que les gouttelettes d'eau, elles vont très loin hein, dans les toilettes. Par contre, son sac, elle ne le nettoie pas. Hein. Les toilettes, c'est nettoyé en général régulièrement. Donc c'est vraiment important, s'il y a une chose à expliquer aux femmes, c'est qu'il faut s'asseoir sur la cuvette des toilettes. En réalité, hein, vous ne serez pas bouffé par les méchants microbes de la personne qui est passée avant vous. C'est qu'il faut leur dire que pour uriner, il faut être détendu, il faut laisser faire, c'est la zen attitude. Voilà, donc on ne peut pas être détendu quand on est comme ça, en train d'essayer d'éviter de toucher la lunette des toilettes. Et voilà, c'est hyper important en fait. On parle de quantité de bu, de comment on fait pipi, de régularité de boisson, de régularité de pipi, mais en fait c'est aussi hyper important de leur parler des irritants de la vessie. En fait, elles savent pas ça non plus. Et chez les jeunes, par exemple, les coca, etc., tout ça, boissons gazeuses, soda, agrumes, tout ça, c'est à risque d'hyperactivité vésicale, d'urgenturie et de fuite liée à l'urgence. Et si on travaille juste au niveau comportemental sur cette répartition et le type des liquides qu'on va ingérer. On n'est pas tous sensibles hein, de la même manière aux différents types d'irritants pour la vessie. Hein, on a tous quand même, avec le café, au bout d'une demi-heure, un petit peu envie de faire pipi. La théine aussi, le vin blanc, les épices. Donc, voilà, il y a des gens qui ne seront pas sensibles du tout, il y a des gens qui seront sensibles à certains types d'irritants de vessie, il y a des gens qui juste un petit peu, tout de suite c'est la panique, il faut absolument aller aux toilettes. Et donc dans la prise en charge, c'est de leur dire on va essayer d'enlever ces irritants sur quelques jours, voir un peu comment ça se passe et voir comment on peut les réintroduire. On peut prendre du déca, on peut prendre du déthéiné, et puis si on a pris du vin blanc, peut-être pas prendre le café de la fin du repas pour éviter d'être plus souvent aux toilettes qu'avec ses amis en train de discuter à Noël, par exemple, ou sa famille plutôt. Et donc expliquer aussi que ces irritants peuvent donc entraîner des urgences urinaires, mais il y a aussi le contact de l'eau, le froid, etc. Et c'est vrai qu'il faut les interroger là-dessus parce qu'elles ne le diront pas de manière spontanée. Le pipi sous la douche, ça aussi, c'est une question comportementale finalement qui est simple. Il vaut mieux éviter de faire pipi sous la douche. C'est le réflexe de Pavlov. À force de faire pipi sous la douche régulièrement, finalement, le cerveau et la vessie ils vont intégrer « Ah bah tiens, bruit de l'eau, contact de l'eau égale « Ah bah tiens, je peux me contracter, je peux me vider ». Sauf qu'avec l'âge, le vieillissement, c'est l'heure ça, non ? L'âge, le vieillissement, etc., la vessie, elle va moins aimer. Et donc, on aura de plus en plus souvent envie de faire pipi et juste d'entendre quelqu'un qui va se verser un verre de vin ou un verre de jus dans son verre, ça donnera l'envie de faire pipi. Donc le pipi sous la douche, c'est écologique pour la planète, ça n'est pas écologique pour le périnée. Il faut leur dire comme ça, en fait. Et comme ça, elles arrêteront de le faire. C'est vraiment important. C'est bête, hein, mais il y a plein de femmes qui font ça. Si on leur pose pas la question, elles ne le diront pas. Voilà, et donc leur expliquer, en fait, mais c'est tellement bête, mais il faut tellement leur dire, quoi, et même nous, se fliquer, à quelle heure j'ai fait pipi, à quelle heure je dois aller faire pipi la prochaine fois, hein, est-ce qu'on pense à faire pipi régulièrement, nous, dans les métiers qu'on a, bof, hein, voilà. Donc c'est faire pipi tous les 3 à 4 heures, et donc c'est regarder l'heure de son pipi pour programmer le pipi d'après. Si on a tendance à oublier parce qu'on est trop occupé et tout, ok, j'ai fait pipi à 11 heures, à 3 heures ou 4 heures après, il faudra que je fasse pipi, parce que j'aurais tendance à l'oublier, et voilà, donc c'est ma tête qui va y faire penser, parce que ma vessie,
me donne plus beaucoup de signal, quoi, parce que de toute façon, j'ai pas trop répondu à ces signaux, et donc voilà, et on répond plus à la vessie, et donc il faut se dire, je vais devoir aller faire pipi. Moi, je sais à quelle heure je suis allée faire pipi tout à l'heure, je me dis, bon, bah, dans 4 heures, 3-4 heures, il faudra que je fasse pipi, parce que sinon, j'aurais oublié, ça c'est sûr. Il faut expliquer aussi aux patientes qu'une fois la nuit, c'est normal, hein, faire pipi, se lever une fois la nuit, c'est normal, et de dire qu'on peut avoir des capacités de vessie très variables. Quand on me dit à une dame, combien vous avez fait pipi, j'ai fait un petit pipi, j'ai fait un gros pipi, ça veut strictement rien dire, mais vraiment, est-ce que vous savez combien vous faites pipi à chaque fois que vous allez faire pipi? Non. Moi, je ne savais pas, enfin, je disais ça doit être à peu près ça, mais il faut mesurer en réalité, hein, voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir, en tout cas, on peut avoir une grande vessie, une petite vessie. Ce qu'il faut, c'est avoir des pipis régulièrement homogènes, quoi. Si c'est autour de 300, si c'est autour de 250, si c'est autour de 300, 400, il ne faut pas que ce soit 10, 100, 50, 200, 400, etc., etc. Parce que c'est ça, finalement, qui favorise les dérèglements de la vessie. Et ça, c'est vachement accessible à la prise en charge comportementale, quoi. Et plus ça va, plus je pense que moi, c'est 3/4 de la prise en charge, en réalité, quoi. Si on ne fait pas ça, ça sert à rien de donner des anticholinergiques, ça sert à rien de faire de l'Eurostime ou je sais pas quoi, hein. Si on boit que du coca, que du café, moi j'ai déjà eu quand même 3 cafetières à café d'1,5 litre. Enfin, j'ai eu 15 cafés par jour, mais régulièrement il y a au moins une dizaine de cafés par jour, en fait, il faut leur dire, en fait, mais vous faites plein de pipi le matin, mais pourquoi? Mais vous buvez des tonnes de café le matin. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, mais si on ne leur fait pas prendre conscience de ça, bah elles ne le feront pas, en fait. Elles se demanderont pourquoi. Elles auront été voir des personnes qui auront donné des médocs, qui ne seront pas suffisamment efficaces, et en plus, ça causera de la constipation, quoi. Donc voilà, c'est de se dire, et plus ça va, plus j'ai des femmes qui ont eu ces prises en charge médicamenteuses, à qui on arrive à améliorer les symptômes juste avec la prise en charge comportementale. Donc, il faut faire, avant la chirurgie, il faut faire une éducation et une préparation. On prépare un marathon, on prépare une chirurgie, c'est pareil, il faut préparer sa chirurgie pour être au mieux, pour avoir le meilleur résultat possible sur le long terme. Une chose simple aussi, c'est leur dire, mais regardez la couleur de vos urines, elles sont comment vos urines, en fait, foncées, pas foncées, etc. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont un peu foncées. Bon, bah à votre avis, ça veut dire quoi? Ah bah oui, peut-être je bois pas assez. Voilà, des choses bêtes comme ça à leur dire pour qu'elles s'écoutent, quoi, en fait. Voilà, et donc calendrier mictionnel, nous, c'est notre joujou préféré. On travaille beaucoup au niveau universitaire sur l'intérêt du calendrier mictionnel comme outil d'éducation thérapeutique. C'est pas cher, ça coûte moins cher qu'une écho, moins cher qu'une IRM, moins cher que tout. Et pourtant, c'est trop peu utilisé. 6% à peu près des praticiens consultés donneraient régulièrement en consultation un calendrier mictionnel, sauf que beaucoup, je ne vais pas dire une spécialité, bref, beaucoup le proposent comme diagnostic alors que c'est aussi un outil thérapeutique. La dame, elle ne saura pas. Tant qu'elle n'aura pas noté, qu'elle n'aura pas vu ses mauvais comportements, qu'elle n'aura pas essayé de les changer et renoter si elle a bien modifié ses comportements et qu'elle aura fait le lien entre l'amélioration de son comportement et l'amélioration de ses symptômes, eh ben voilà, ce sera pas suffisant. Donc c'est vraiment un outil indispensable en pelvipérinéologie pour améliorer les symptômes des femmes. Et moi, juste d'expliquer le calendrier, c'est un quart d'heure d'explication du calendrier mictionnel au moins. Voilà, de dire, voilà, le calendrier mictionnel, vous remplissez comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'attends ça, c'est sur 24 heures, on doit uriner 1,5 litre à 2 litres. Si vous urinez plus, vous buvez trop. Quel que soit, vous buvez trop. Ce qui rentre, ça doit sortir. Si on n'a pas de problème, a priori, voilà. Ou voilà, pour bien savoir ce qui rentre, parce que dans l'alimentation, on peut avoir beaucoup d'apports de liquide. Pour savoir ce qui rentre, il faut mesurer ce qui sort. Moi, je veux les volumes. Sinon, je ne pourrais pas vous dire si vous vous comportez correctement. Ah oui, mais le calendrier mictionnel, c'est chiant. Je ne saurais pas. Moi, je veux un calendrier mictionnel, je veux mesurer ce qui sort pour pouvoir savoir ce qui rentre. Voilà. Et ça, en général, du coup, quand on leur dit ça, elles le font, en fait. Voilà, et donc c'est expliqué aussi, les femmes, elles savent que le périnée, en contractant le périnée juste avant l'effort, elles vont limiter les fuites urinaires à l'effort. Ce qu'elles savent moins, c'est qu'avec la contraction périnéale, en général un peu plus longue, 30, 40, 50 secondes, une contraction moins importante, ça peut être aussi des petites contractions répétées, mais nous on préfère contractions moins fortes, mais plus longues, jusqu'à 1 minute, ça peut, et ben on arrive à faire passer l'envie d'uriner. Donc je vais sous la douche, je sais que sous la douche, je peux avoir des envies de faire pipi, je vais anticiper. Maître mot, anticipation, il faut le dire aux patientes. Vous savez vos circonstances de fuite, il faut anticiper la contraction du périnée, qui devrait être rapide et ample si c'est plutôt à l'effort, qui devrait être moins forte et plutôt soutenue si c'est des fuites liées à l'urgence. Mais ça, il faut leur expliquer.
Et il n'y a pas besoin peut-être de faire 150 séries d'exercices. Si elles arrivent à le mettre en place, eh ben, ça peut à force devenir efficace. On voulait vous parler rapidement de sport et périnée, puisque les sportives sont très impactées par les dysfonctions du plancher pelvien, notamment les fuites urinaires et l'incontinence urinaire d'effort. La littérature, elle est assez discordante et c'est pas toujours facile d'y voir clair sur nos connaissances scientifiques concernant le sport et le périnée. Finalement, le plancher pelvien, c'est un peu la seule zone du corps où l'effet positif de l'activité physique pourrait éventuellement être remis en question. Parce qu'il y a une chose qui est très très claire, c'est qu'il y a des disciplines sportives où les fuites urinaires sont très 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 importantes. Et si on essaye de catégoriser un peu ces sports, on se rend compte que les fuites urinaires à l'effort, c'est extrêmement fréquent, notamment pour les sports à haut impact, comme la gymnastique, le trampoline, le basket, puisque je vais sauter, je vais me réceptionner, tous les sports collectifs globalement, et on observe moins de fuites urinaires à l'effort sur les sports à faible impact, comme l'aviron, la natation, le vélo. Donc ça c'est clair. Même nous on a pu l'objectiver, on a travaillé récemment avec le plus gros club de gym de Poitiers, qui s'appelle le CEP Poitiers Gym. Ils ont changé leur praticable pour être aux normes Jeux Olympiques, qui donnent des performances exceptionnelles, parce que le praticable est plus rigide, donc les sauts sont beaucoup plus spectaculaires. Mais ils ont changé le praticable et là ils nous ont dit oh, mais depuis qu'on a changé le praticable, c'est dingue, elles ont plus de fuites, plus de plaintes. Et donc ils sont tournés, le CHU de Poitiers et le CEP Poitiers Gym c'est à côté, donc on a facilement pu communiquer, on est allé les rencontrer, essayer de comprendre pourquoi il y avait plus de fuites urinaires. On a pu faire une enquête, il y avait 70% des jeunes filles, moyenne d'âge à peu près 19 ans, 70% de fuites urinaires d'effort pendant la pratique. Ça ne veut pas dire que dans le quotidien, elles sont gênées, elles sont impactées. Néanmoins, à l'entraînement et en compétition, c'est des symptômes extrêmement fréquents. Donc ça, c'est assez clair. Sport à impact, plus de fuites, notamment pendant la pratique sportive. Ça ne veut pas dire que par contre, elles sont incontinentes dans le quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elles doivent avoir peur, ces gymnastes? Ok, j'ai beaucoup de symptômes pendant la pratique du sport, mais qu'est-ce qu'il en est à long terme? Est-ce que quand si je me fais déjà pipi dessus quand je fais du sport, est-ce que je vais être incontinente une fois que je serai plus vieille? Ça, c'est des questions qui peuvent revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Déjà, on peut leur dire que la littérature sur les conséquences à long terme de l'activité physique, elles sont pas nombreuses. Elles sont en plus un peu anciennes. Il y a une équipe norvégienne qui est l'équipe de Keiribo, l'équipe de Nygaard, qui s'est beaucoup préoccupée de cette thématique-là. Ils ont regardé des anciennes athlètes olympiques. Ils ont regardé quels étaient les athlètes olympiques avec impact, les athlètes olympiques sans impact. Ils ont fait passer des questionnaires. C'est assez rassurant. Les athlètes avec discipline à impact, elles n'avaient pas beaucoup plus de problèmes une fois âgées. Donc là, visiblement, ils n'ont pas réussi à montrer que ça pouvait avoir un impact sur le long terme. Donc déjà, c'est un petit peu rassurant. Le seul résultat qui est ressorti un peu significatif, c'est que quand elles avaient des symptômes très précocement dans la vie, elles avaient un peu plus de risque de développer une incontinence l'âge avançant. Est-ce que c'est parce qu'elles se sont exposées plus longtemps? Est-ce que c'est parce que le sport a été le révélateur d'une susceptibilité individuelle, d'une fragilité déjà constitutionnelle? Nous, on penche un peu plus pour cette hypothèse-là, mais il faut être humble, hein, ça reste une hypothèse, que effectivement le sport peut être le révélateur d'une fragilité, que ces jeunes filles qui ont des symptômes très tôt dans la vie sportive, eh bien justement, il faudrait peut-être les orienter assez rapidement, les voir très tôt en éducation et en rééducation pour déjà commencer à travailler justement pour pas que les problèmes se pérennisent et s'aggravent. Ce qu'on sait aussi de manière assez claire, c'est que des symptômes pendant la pratique sportive, c'est un frein à la poursuite d'une activité physique. C'est-à-dire que quand je me fais pipi dessus ou quand j'ai eu une incontinence au gaz en plein cours de yoga, eh ben, j'y retourne plus au yoga. Voilà, j'ai eu la honte de ma vie, donc j'y retourne plus. Donc j'arrête une activité qui potentiellement pouvait me faire du bien et que j'avais envie de poursuivre. Donc notre message, c'est pas du tout arrêter de faire du sport au regard de tous les bienfaits du sport sur la santé, mais plutôt interrogeons-nous de comment on peut rendre la qualité de vie sportive plus intéressante, comment on peut limiter les fuites à l'entraînement, et c'est ce qu'on avait essayé de faire avec le CEP Poitiers. Bon, déjà, on avait un peu revu la routine d'échauffement, de gainage, essayer de réinstaurer la respiration et déjà de leur donner déjà de leur expliquer qu'est-ce qui se passait dans leur corps quand elles avaient une fuite et un peu dédramatiser aussi sur les conséquences à long terme. Maintenant, si vous avez une patiente avec un prolapsus de grade 3 extériorisé, etc., vous n'allez pas lui dire non, allez faire de la Zumba, il n'y a aucun problème. Je pense qu'après, bien sûr, c'est du cas par cas, mais notamment pour les jeunes qui auraient que des symptômes pendant la pratique, on peut peut-être nuancer, les rassurer, les encourager, essayer aussi de leur donner des choses sur leur statique, sur leur respiration. Parler aussi du port du PCR juste pendant la pratique d'activité physique. Si c'est une activité physique qui leur plaît, peut-être que le port du PCR peut aussi parfois limiter certains symptômes. Donc voilà pour le sport. Ça, c'était une vidéo qu'on avait développée pour leur expliquer l'impact justement de la réception. On leur expliquait, vous voyez ce qui se passe dans votre corps, vous avez le diaphragme qui s'abaisse. Si au même moment vos abdos
se contractent. On voit ici que c'est le plancher pelvien qui est l'amortisseur. Et si la pression, elle est plus importante ici par rapport à la pression de vos sphincters, ils vont lâcher et c'est comme ça que la fuite va survenir. Et elles étaient nombreuses à se mettre en apnée au moment de la réception. Donc elles nous disaient « mais c'est impossible, je ne peux pas souffler quand j'atterris ». Parce qu'au départ, on était très ambitieux. On leur dit « retenez un gaz et soufflez quand vous atterrissez ». Non mais déjà, je suis 3 tours en l'air, je me réceptionne, si déjà je fais bien ma figure, en plus je dois contracter mon périnée, retirer un gaz, je dois souffler, donc c'est juste impossible. Donc on a un peu revu nos ambitions. Déjà, elle souffle. Et déjà, c'est un peu mieux. Donc pour des choses extrêmement techniques comme la gymnastique, ok, d'accord, le périnée, on repassera, mais si déjà t'es pas en apnée, c'est déjà bien. Maintenant, peut-être que... donc ça, c'était la gymnaste, voilà. Donc on a un peu lâché sur la contraction périnéale, mais le souffle, on n'y a pas dérogé, elles y sont arrivées. Pour les judokates, c'est pareil, on avait essayé de leur dire, maintenant, pas que celle qui tire, peut-être celle-là, elle est sur un geste technique, mais quand on éternue, on a le temps de mettre la main devant la bouche. Donc quand on se sent tomber, on a peut-être le temps aussi de verrouiller son périnée et de souffler. Et par contre, celle-ci qui monte son vélo sur sa voiture, elle a tout à fait le temps, là, elle est dans quelque chose de conscient, de se dire, allez, ok, je verrouille, je souffle, et là, peut-être que la fuite à l'effort, elle va disparaître toute seule, sans aucune séance de rééducation. Et je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. 2 minutes. 2 minutes chrono. Donc pour vous parler un peu justement des travaux universitaires qu'on poursuit sur ce sujet, qui ont déjà été publiés, notre équipe a déjà réalisé plein de webconférences et on a embêté tous ces gens qui assistaient aux conférences en disant il faut remplir un questionnaire avant, il faut remplir un questionnaire après, il faut remplir un questionnaire à 2 mois. C'est très important puisqu'on a besoin de toutes ces données. Qu'est-ce qu'il en ressort de tous ces questionnaires ? 856 femmes ont répondu. Elles ont amélioré leurs connaissances de manière significative, mais à 2 mois, ce qui était le plus intéressant, c'est que 80% d'entre elles ont déclaré avoir l'intention de changer leur comportement urinaire et défécatoire, mais nous, le résultat pour lequel on est le plus fiers, c'est que 85% en ont parlé avec leur entourage, en leur disant « tu sais, il vaut mieux que tu souffles, ou il vaut mieux que tu banalises pas ta constipation, etc. » Donc ça, c'était un résultat très intéressant. Et pour les plus jeunes, qui est quand même le sujet d'aujourd'hui, vas-y, je te laisse... C'est pareil, donc là c'était à Caen quand j'étais encore là-bas et donc de dire voilà, elles ont beaucoup d'idées reçues, donc comme les adultes, donc il faut balayer ces idées reçues. Elles savent pas toutes ce que sont des fuites urinaires et vous voyez là il y avait 70 sportives, 35 non sportives, on avait 28% là qui déclaraient des fuites urinaires, mais notre question c'est quelle représentation, quel vécu, quelles idées elles ont des fuites urinaires et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Elles aussi, elles adorent les ateliers, elles sont demandeuses finalement, et ce qu'elles aiment le plus c'est les vidéos en 3D, les vidéos d'animation. Et on espère plus tard peut-être nos petits jeux de cartes, etc., les petits puzzles pour les intéresser au sujet parce que les mauvais comportements commencent très tôt dans la vie. Voilà, ça c'était juste pour dire. Donc support éducatif préféré, les images en 3D, et parmi les 70 sportifs, il n'y en avait aucune qui avait parlé de ses fuites à son entraîneur. Donc on aimerait bien qu'elles en parlent plus. Voilà. Donc en conclusion, on fait plein d'autres travail là-dessus parce que c'est devenu notre sujet préféré avec Julia. L'éducation périnéale, c'est vraiment une piste d'avenir pour la pelvipérinéologie. On peut en faire en prévention primaire, dès la maternelle. En réalité, on pourrait. Alors on essaye, mais c'est difficile. Peut-être certains d'entre vous en font déjà, en tout cas ont déjà cette chance d'en faire. Nous, on a encore un petit peu de mal. En prévention secondaire, donc faire de l'éducation, on améliore les symptômes, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale. En prévention tertiaire, après une bandelette sous-urétrale, on peut encore améliorer les symptômes rien qu'avec de l'éducation. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui nous disent « Est-ce que j'aurais pu éviter la bandelette ?» Je sais pas. Voilà, donc ça c'est nos 10 commandements du périnée que vous pouvez trouver sur notre site internet qu'on a fait pareil comme on a pu avec un ancien infographiste. Et voilà, notre credo c'est personne, on est très jaloux des dentistes, personne ne sait comment prendre soin de son périnée alors que tout le monde sait comment prendre soin de sa santé bucco-dentaire. Les problèmes de caries, c'est 30% des femmes. C'était combien les problèmes de périnée ? 40-50%. Voilà, altération de la qualité de vie pour les caries, c'est la même chose pour nous. Voilà. Et pourquoi nous, on n'a pas de grande campagne de prévention ? Voilà, parce que c'est tabou. Voilà. Merci.